Chers auditeurs, bonjour. Nous avons eu l'occasion depuis malheureusement plusieurs années déjà de parler de plus en plus et chaque mois, chaque semaine de la Syrie, la situation à Alep et pas seulement, car beaucoup de nos compatriotes y vivent ou y vivaient avant le départ de beaucoup d'entre eux vers l'Arménie, vers le Liban, vers l'Occident pour certains. Mais dans cette terre de la Syrie, il n'y a pas que les Arméniens, il y a toutes les populations de la Syrie, tous ceux qui composaient cette mosaïque syrienne. Il y a les Alévis, il y a les sunnites, il y a les chiites, et puis il y a les autres chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Et c'est pour leur défense et dans l'objectif de maintenir leur présence sur cette terre que plusieurs associations œuvrent jour et nuit, et parmi elles SOS Chrétiens d'Orient, qui a démontré depuis plusieurs années, depuis au moins 2013, qu'elle est sur le terrain et qu'elle veut protéger les chrétiens. Et on verra durant cette discussion avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, comment cette organisation peut et peut défendre les intérêts, en tout cas prendre la défense de ces chrétiens d'Orient sur cette terre. Benjamin Blanchard, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Vartan Caprielian, merci beaucoup pour votre invitation et bonjour aux auditeurs de Hype FM. Alors, le sujet est très important, pas que pour les Arméniens, pour tous ceux qui vivent sur cette terre, parce que depuis 2011, on voit, et c'est pas comme en 2015, c'est pas des décennies après qu'on nous parle de ce qui se passe, mais on voit chaque jour le malheur des habitants des différentes villes. Hier c'était à Homs, ensuite à Alep, et puis dans toute la Syrie est dévastée. Alors, votre objectif est précisément de défendre les chrétiens d'Orient. Mais parlons de cette population d'une manière générale, parce que en tant qu'être humain, on doit tous les défendre. Bien sûr. Vous avez été, et vous êtes très souvent sur le terrain. Quelle est la situation de votre point de vue, la situation humanitaire, la situation sociale? Comment vivent aujourd'hui les Syriens? Alors, déjà, je voudrais dire, bien sûr, on s'appelle SOS Chrétiens d'Orient et on est là c'est vraiment ce qui nous a incité à créer cette association pour apporter notre petite pierre au maintien de la présence chrétienne au Proche-Orient. Et donc, quand on dit aider au maintien de la présence chrétienne dans cette région, ça veut pas dire créer des ghettos ou communautariser la société ou séparer. Bien au contraire, c'est aider les chrétiens dans la société dans laquelle ils vivent. Et donc, ce sont des sociétés très, très majoritairement, plus de 90% musulmanes. Et donc, bien sûr, quand on aide à construire des écoles, des hôpitaux, quand on fait des distributions de nourriture, ça s'adresse à tout le monde. Et c'est normal. D'une part, en tant que chrétien, on a une vision englobante de tout être humain mérite de vivre et donc doit être aidé. Et puis également parce qu'on pense que pour le maintien de cette présence chrétienne, c'est extrêmement important de montrer que les chrétiens œuvrent pour tout le monde. Et c'est ça aussi notre travail, c'est de montrer que les chrétiens sont un facteur de paix et de cohésion dans ces sociétés. Alors justement, quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé, même si ça s'est calmé un petit peu depuis quelques mois, la violence par laquelle non seulement les chrétiens, mais surtout certains musulmans ont été traités par d'autres musulmans, on a envie de dire, c'est beaucoup plus SOS musulmans d'Orient. Oui, en fait, je pense qu'il faut vraiment concevoir la société. Alors, puisqu'on parle de la Syrie, la société syrienne dans son ensemble. Alors après, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le constat que puisque les musulmans sont 90% de la population syrienne, ben c'est eux qui souffrent le plus en pourcentage et malheureusement. Et en égorgement et en violence de toutes sortes. Exactement. Mais après, nous, pourquoi on s'appelle SOS Chrétiens d'Orient? Parce que on pense et on a constaté, hélas,
que la présence de cette population chrétienne, que je n'aime pas appeler minorité parce que c'est la population originaire du pays, est menacée en tant que telle. Et donc c'est pour ça qu'on travaille pour les aider à se maintenir sur place par tout moyen. Ça peut être une aide directe, mais ça peut être aussi par le fait qu'on aide toute la société, donc y compris les musulmans, bien évidemment, qui sont, je répète, la majorité de la population syrienne. Alors pour reprendre votre question sur la situation humanitaire et sécuritaire sur place, alors d'un point de vue sécuritaire, en Syrie, on peut dire qu'il y a quand même une amélioration de la situation. Moi, je suis arrivé la première fois là-bas en décembre 2013. On n'avait pas pu sortir de Damas à l'époque. C'était extrêmement difficile. La ville prenait des obus toute la journée. C'était extrêmement dangereux. Il y avait. Et vous étiez parti pourquoi au début? Alors, est-ce que l'association existait? Non, on l'a créée en fait en octobre 2013 en vue de fêter Noël en Syrie en décembre 2013 parce que on avait été avec Charles de Meyer, avec qui j'ai créé l'association, on avait été choqués par la prise de ce petit village de Maloula au nord de Damas, alors qu'il n'est pas un village arménien, mais les Arméniens ont payé leur tribut. Mais araméen, exactement. C'est le seul endroit où on parle encore la langue de Jésus. Exactement. Et l'araméen non dialectal, c'est-à-dire pas le syriaque comme on le parle en Irak, mais celui qui est peut-être le plus proche de la langue de Jésus. Et ce village avait été pris en septembre 2013 par Al-Qaïda, donc le front Al-Nosra qui est Al-Qaïda en Syrie. Et ça nous avait émus et on s'est dit on va aller fêter Noël avec ces gens-là qui sont réfugiés à Damas, essayer de leur apporter un peu de réconfort. On avait collecté des vêtements, des couvertures, des jouets aussi, et puis également voir de nos yeux ce qui se passait. Puis en fait on est tombé amoureux de cette région, de ce pays, de ces populations, de cette mosaïque comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis donc on est revenu, ça a grossi et aujourd'hui on travaille dans 5 pays, en Syrie, en Irak, Liban, Jordanie, Égypte, et on a des volontaires, des Français mais aussi d'autres pays du monde entier, on a même des Australiens, des Canadiens qui viennent et qui viennent passer 1 mois, 3 mois, 1 an vivre avec les populations. Et c'est vraiment ça le cœur de notre démarche, c'est bien sûr aider. Aider comment? Aider, alors aider, mais aussi vivre avec et découvrir ces communautés, ces populations, cette mosaïque du Proche-Orient, et parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'ignorance en fait. Parfois même des Français ne savent même pas qu'il y a des chrétiens au Proche-Orient, ils savent même pas que ça existe, peut-être maintenant un peu plus, mais il y a beaucoup d'ignorance et donc nous on est très heureux que les uns et les autres apprennent à se découvrir. Alors ensuite, aider comment? Nous on agit dans plusieurs domaines. Bien sûr, d'abord l'aide d'urgence, quand il y a besoin. Donc ça va être distribution de nourriture, distribution d'eau, distribution de couverture. Ça part d'où? La nourriture, elle part d'où? Ah bah de là-bas, on l'achète sur place. Sur place, donc vous apportez de l'argent de Exactement, France. Exactement. Et on achète sur place parce que c'est important de faire fonctionner l'économie locale et non pas de déséquilibrer, à mon avis. De toute façon, et puis c'est impossible. C'est impossible, voilà. C'est extrêmement cher de transporter et puis il y a tout ce qu'il faut. On trouve tout ce qu'il faut sur place. Le problème pour les locaux, ce sont les prix. Pour les Syriens, ce sont les prix puisque du fait de l'embargo et de l'inflation, les prix ont été multipliés par à certains endroits et à certains moments, il y a les marchés noirs. Exactement. Donc c'est pour ça que quand j'ai commencé avec la situation sociale de la population, c'était aussi pour parler de ce dont on ne parle jamais, c'est-à-dire que la guerre c'est des bombardements, la guerre c'est les relations internationales, des sommets d'Astana ou de Genève, mais on oublie que ce sont des êtres humains qui souffrent, parfois des enfants qui n'ont pas de lait, parfois des gens qui n'ont pas de chauffage l'hiver et pas d'eau l'été, donc ce sont des situations catastrophiques amélioré depuis quelques mois, on peut le dire. Exactement, et notamment, alors si on parle d'Alep, puisque c'était vraiment le symbole de cette guerre horrible, donc il y a eu Homs au début, et puis maintenant il y a eu Alep qui a fait la une de l'actualité pendant des mois et des mois. Donc Alep, je le rappelle, coupé en deux pendant presque 5 ans. Environ 150 000 habitants qui vivaient dans les quartiers est d'Alep, à peu près 1 million dans les quartiers ouest, donc les quartiers ouest, les quartiers tenus par l'armée arabe syrienne, du gouvernement syrien, et tous les habitants, pas seulement les uns ou les autres, mais tous les habitants privés d'électricité pendant pratiquement 4 ans, privés d'eau parfois pendant 3-4 mois d'affilée. Quand l'eau revenait, c'était 1 heure par semaine maximum, donc il a fallu trouver des solutions. Nous, on a parmi plein d'autres associations, mais on a pris notre part
pour aider à l'approvisionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire offrir des ampères aux familles les plus pauvres, 1, 2 ou 3 ampères selon les besoins. C'est pas beaucoup, mais ça permet de faire tourner un frigo quand il fait 40 degrés l'été. Ce n'est pas rien. Ça permet d'avoir un peu de lumière pour travailler pour les enfants. Et puis pour l'eau, on a acheté pas mal de pompes et de générateurs pour faire fonctionner ces pompes, pour aider les églises à puiser l'eau et après le distribuer à tous les habitants du quartier, et bien évidemment sans discrimination. Vous n'imaginez pas qu'on allait demander à un tel ou à tel, vous voulez de l'eau, êtes-vous chrétien ou musulman? C'est quelque chose qui n'est même pas imaginable. Donc ça, voilà comment on a pris notre part dans l'aide d'urgence. Après, il y a également tout ce qui est tout le reste, parce qu'on se cantonne pas à l'aide d'urgence, et donc on agit y compris dans la santé. Donc on a construit des hôpitaux, des dispensaires, ou alors en fournissant des infirmiers ou des médecins qui viennent aider, mais également dans l'éducation. Donc là on a construit ou reconstruit de nombreuses écoles. On paye également des bourses pour des élèves ou des universitaires pour qu'ils puissent étudier. Et puis également, on organise des camps d'été, des colonies pour les scouts, toutes les organisations de jeunesse, etc., pour qu'ils puissent sortir de leur quotidien et reprendre un semblant de vie normale. Et puis également, nous on très attaché à la francophonie, donc on a mis en place des cours de français, notamment à Alep, où on a un centre culturel qui a ouvert, où on a des cours de français, des cours d'anglais, des cours de musique et de théâtre. Et on peut dire que la francophonie avait déjà sa petite place en Syrie avant la guerre. Bien sûr, il y avait 2 lycées français, donc Alep et Damas, des centres culturels français également, l'Alliance française, les missions laïques, etc. Malheureusement, tout est arrêté depuis la guerre, sauf les lycées français qui continuent, mais sans l'aide, hélas, de l'État français. Alors justement, là, SOS Chrétien d'Orient, avec la description que vous venez de donner de vos actions, on a l'impression que c'est devenu une grande organisation. Qui finance tout ça? Ce sont les donateurs, alors principalement français pour l'instant. Donc comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous n'avons que bientôt 4 ans d'existence. On s'est créé en 2013, mais on a plusieurs dizaines de milliers de donateurs français qui financent l'association. Donc c'est souvent des donateurs individuels, 50 €, 100 €, et finalement ça nous permet de réaliser de grandes choses, mais pas seulement. Il y a aussi tous ces volontaires qui viennent passer du temps sur le terrain, 800 à ce jour depuis le début de l'association, et à l'heure où je vous parle, il y a actuellement une 50aine de volontaires sur le terrain en Syrie, en Irak, au Liban et en Jordanie qui aident. Les catholiques de tous horizons, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Une bonne partie, bien sûr, sont chrétiens parce que, vu le nom de l'association, mais après tous les gens sont les bienvenus. On a eu bien sûr des gens qui ne croient en rien du tout, et puis d'autres qui sont parfois d'autres religions. Tout le monde est les bienvenus s'ils respectent les valeurs de l'association et les objectifs que j'ai rappelés au début. Alors, Benjamin Blanchard, vous êtes implanté non seulement en Syrie, mais également au Liban, en Irak, en Jordanie. Quelle est la différence en termes de contenu d'action dans chacun de ces pays? Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on est présent sur le terrain en permanence et donc on est très adaptable. Donc bien sûr, en Irak, nous on a été aux premières loges quand il y a eu cet exode terrible de la plaine de Ninive et que des dizaines de milliers de personnes, peut-être 100 000, sont arrivées à Erbil. Donc là, on était là aux premières loges pour l'aide d'urgence, pour construire des dispensaires, des écoles, etc. En Syrie, là actuellement, on est à fond dans la reconstruction, mais évidemment en Irak on commence aussi puisque la plaine de Ninive est en passe d'être libérée, donc la reconstruction a aussi commencé en Irak. Mais en Syrie, ça bat son plein, que ça soit dans les villages comme Maloula ou Saadad ou Kessab. Un village grand lieu. Oui, j'y suis allé à plusieurs reprises. On a travaillé là-bas tout l'été dernier avec des volontaires. Il y avait un volontaire polonais d'ailleurs. Alors, vous travaillez pour faire quoi? Justement, avec ça, prenons l'exemple. Alors, c'était de la reconstruction. C'était de la reconstruction. Notamment, on reconstruisait, on déblayait ce qu'ils appellent un couvent, mais en fait, c'est un lieu pour des colonies d'Alep, en fait, qui appartenaient à l'église d'Alep. L'église arménienne. Non, je crois que c'était à l'église melkite
site d'Alep, mais on avait aussi des chantiers avec bien sûr avec l'église arménienne à Kessab, puisqu'on y a passé plus de 3 mois l'été dernier, et on va sûrement refaire quelque chose cet été à Kessab. Alors donc il y a cette reconstruction. Puis bien sûr au Liban c'est très différent puisque restons 2 mots sur le Kessab puisque ça intéresse beaucoup et nous avons des auditeurs qui sont originaires. Je dois leur dire que c'est magnifique. J'ai vraiment été ébloui par Kessab. On est d'accord. Mais alors est-ce que la population il y a eu cette fuite ce jour d'attaque de la part de ces hordes de milices armées venues des territoires turcs. Alors, est-ce que... Et bombardement avec de l'artillerie depuis les postes frontières turcs. Exact. Est-ce que le retour est assuré? Est-ce que les gens, aujourd'hui, ils sont plus rassurés qu'avant, mais on ne sait jamais ce qui va se passer en politique internationale. Est-ce qu'il y a une peur, au final, vous la ressentez sur place? Actuellement, sûrement qu'il y a cette crainte. Tous les Syriens ont la crainte que la situation internationale et diplomatique se retourne, mais globalement, on sent quand même une confiance bien plus grande maintenant qu'en 2013 et 2014. Et la peur, je pense pas que la peur disparaîtra. Et il y aura toujours une inquiétude quand on a pas loin, juste, on est à quelques kilomètres de la frontière turque et quand on sait quand on connaît le passé et le présent, et les Arméniens sont malheureusement bien placés pour le savoir, je pense pas qu'on puisse être tranquille, c'est pas possible. Mais il y a quand même une certaine confiance qui est revenue, et notamment, il faut le dire, depuis l'intervention russe. Et d'ailleurs, quand j'étais à Kessab, il y avait l'armée russe qui était présente pour distribuer de l'aide humanitaire aux habitants. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à Kessab, moi, quand j'y étais, donc l'été dernier, il y a presque un an, beaucoup d'habitants étaient revenus et rénovaient leurs maisons qui avaient été pillées. Les champs sont travaillés. Oui, bien sûr, mais par contre, les maisons ont été pillées, les champs ont été pillés. Il y a eu vraiment une volonté d'empêcher tout retour, une volonté méthodique. Alors, parmi les actions que vous menez, vous travaillez dans les secours d'urgence, vous travaillez, vous l'avez dit, dans la reconstruction des écoles, etc. Parlons d'éducation parce que c'est un chantier très important, parce que s'il n'y a pas possibilité... c'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir. Mais pour les parents, s'il n'y a pas d'école, eh bien, ils vont partir rien que... C'est pas parce qu'il y a des bombardements, parce qu'ils savent pas comment faire pour l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que les écoles ont repris? Est-ce que quand on parle de reconstruction, vraiment les écoles sont bombardées, anéanties? Quelle est la situation exacte? En Syrie, alors les écoles, beaucoup d'écoles sont restées ouvertes malgré la guerre. Par exemple, à Alep, du côté ouest, moi je me souviens très bien de voir les enfants en blouse, donc puisqu'ils ont la blouse à l'école, qui couraient en rasant les murs parce qu'ils avaient peur des obus, et ils sortaient de l'école. Donc les écoles sont restées ouvertes, mais beaucoup ont été très endommagées, puis d'autres ont fermé parce qu'elles étaient en ruine ou occupées dans des zones par des terroristes, etc., ou par Daesh. Évidemment, dès qu'une zone est libérée, souvent c'est la première chose à laquelle s'attelle l'État, c'est de reconstruire les écoles. Nous, notre vocation, c'est plutôt d'aider les églises à reconstruire leurs écoles. Donc on va plutôt aider à reconstruire les écoles tenues par les églises. Je dis bien les églises, on travaille sans distinction avec toutes les églises. Et après, bien sûr, les élèves qui viennent dans ces écoles viennent de toute la société, et souvent c'est peut-être 50, 60%, 70% d'élèves musulmans, et tant mieux. Et c'est ça aussi la mission des églises et de l'Église. Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une solidarité chrétienne qui s'est forgée à travers ces années de guerre, les différentes églises, les différents responsables religieux, ou bien comme ça se passe, j'allais dire en Orient, mais pourquoi pas aussi en Occident? Mais là on est dans l'Orient, est-ce que c'est les conflits qu'on peut imaginer ou sur lesquels on fantasme, c'est l'Orient des conflits? Quelle est la situation? Des relations apaisées entre les différentes églises? Oui, bien sûr, parfois il y a des problèmes, mais où n'y en a-t-il pas? Moi, je suis français, donc je suis pas syrien, je suis pas oriental, donc je suis mal placé pour donner des leçons, et je veux pas me mêler en fait Nous, on est là pour travailler ensemble et on travaille bien avec tout le monde. Bien sûr, parfois il y a des problèmes, mais globalement, je trouve que ça se passe très bien, étant donné la diversité, le nombre d'églises. Quand il y a 11 églises différentes, et globalement, ça se passe bien. Bien sûr, parfois il y a des problèmes, mais... Est-ce qu'il y en a qui sont moins aidés, moins portés à l'attention de la communauté internationale ou des gens de l'extérieur? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment dans une situation de solitude, d'isolement?
Moi, je connais pas les chiffres de chaque vicariat à Alep ou en Syrie, mais ce qui est sûr, c'est que globalement, les besoins sont énormes et que l'aide qui arrive est très insuffisante parce que bien sûr, l'ONU est présente à Damas, l'ONU est présente à Alep, mais à part ça, qu'y a-t-il? Il y a le Comité international de la Croix-Rouge, il y a le Croissant Rouge arabe syrien, et après, ben, il y a de l'argent qui arrive des diasporas, bien sûr, de la communauté arménienne, de la communauté syriaque, de toutes les communautés. Mais face aux besoins énormes, les destructions, l'aide alimentaire, l'aide sociale, les écoles, c'est un puits sans fond, en fait. Alors, et il y aurait besoin encore plus. Est-ce que les chrétiens que vous voyez vouloir partir, vous leur dites « restez » ? Non, nous c'est pas notre boulot. Déjà, comme je vous ai dit, je suis pas syrien, je suis pas oriental. Je peux pas mettre à leur place. Je sais pas ce que je ferais à leur place. Je suis absolument pas là pour donner des leçons. Quelque part dans votre vocation, même si vous leur dites pas de rester, mais vous faites tout pour qu'ils puissent rester. Non, oui, en fait, nous le travail c'est vraiment d'aider ceux qui souhaitent rester à rester. Et ceux qui souhaitent partir, quand ils partent, après quand je les revois à Paris, je leur dis, venez nous aider au bureau, on a besoin de vous, et au contraire, je suis pas fâché, quoi. Comment moi pourrais-je, moi qui habite, ils le font. Bien sûr, on a plein d'orientaux, de Syriens, d'Irakiens qui viennent nous aider, et d'Arméniens aussi. On est très heureux de ça, et on a de forts liens qui se tissent, même si après on ne sait plus forcément sur le terrain, mais c'est ici. Nous on n'a pas de problème avec l'émigration vraiment, mais par contre on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi rester. Tout le monde ne veut pas partir, et même ceux qui partent parfois c'est pas parce qu'ils veulent partir, c'est parce qu'ils ne peuvent plus rester. Comment penser à l'avenir de ces enfants quand il y a aucune sécurité qui est assurée, quand Daesh peut demain arriver dans votre ville, ou si c'est pas Daesh, d'autres groupes qui sont pas moins terrifiants. Comment penser à l'avenir de ces enfants quand il y a un embargo qui frappe le pays et que on manque de tout, que la monnaie a été divisée par 10 en 6 ans? C'est ça les vrais problèmes. Nous, on essaye à notre petite mesure d'aider à pallier ces problèmes-là. Alors pour la sécurité, on n'y peut rien faire, mais pour tout ce qui est économique, éducatif, les besoins de première urgence, on essaye d'aider ceux qui veulent rester à rester, ou ceux qui ne peuvent pas partir, parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient partir puis ils peuvent pas parce que ils savent pas comment faire, ils n'ont pas les moyens, etc. Vous, SOS Chrétiens d'Orient, association française qui intervient en Syrie pour aider les Syriens. Et que fait le gouvernement syrien ? D'abord, est-ce qu'il a les moyens d'aider, de reconstruire ? Qu'est-ce qu'ils font sur place ? Le gouvernement syrien, il est, comme vous le savez, il est engagé dans une guerre dont bien malin serait celui qui pourrait en prévoir l'issue. Et le gouvernement syrien, il est frappé par un embargo, l'État syrien, le peuple syrien est frappé par un embargo mondial. Donc la situation est très difficile. Après, quand même, il faut être honnête, les services publics sont assurés, et les routes, les infrastructures routières fonctionnent. L'électricité, bien sûr, c'est très défaillant parce que quand Daesh occupe des puits de gaz, les centrales électriques n'ont plus de quoi alimenter la production. Donc il y a des coupures d'électricité. Là, actuellement, ça va mieux puisqu'il y a eu une offensive de l'armée syrienne dans le désert, près de Palmyre. Donc, il y a plus de gaz disponible puisqu'il y a eu plus de puits libérés. Donc, les centrales électriques fonctionnent mieux. Donc, il y a plus d'électricité. Après, pour l'eau, c'est pareil. Pendant 4 ou 5 ans, Alep était presque entièrement privé d'eau parce que la source était occupée par Daesh et la pompe centrale occupée par Al-Nusra, Al-Qaïda. Maintenant, tout ça, c'est rentré dans l'ordre. Et l'eau, alors il n'y a pas l'eau tout le temps, mais à peu près 1 heure à 2 heures par jour, ce qui permet de remplir les cuves à Alep et donc de vivre normalement. Et puis, il faut dire que la téléphonie fonctionne et les écoles fonctionnent quand cela est possible. Donc, il y a quand même un semblant de normalité du point de vue de l'administration. Mais bien sûr, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent plus. Les trains fonctionnent plus. La plupart des aéroports sont fermés. Mais c'est la guerre. Hélas. Alors, en France, on a une idée de ce qui se passe en Syrie, des responsabilités, il y a des accusations, il y a une explication qui est uniforme. On sent que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un dictateur, il y a un peuple martyrisé, etc., etc. Et puis, il y a des analystes plus indépendants, plus, on va dire, qui travaillent pour des centres de recherche, qu'ils soient français ou américains ou britanniques.
et qui nous apportent d'autres informations. Quelle est la réalité du terrain? Est-ce que vous avez remarqué vous-même qu'il y a une manipulation de l'information? Ceci dit, il y a beaucoup de choses de vraies qui ont été propagées, mais ou bien exagérées, ou bien tout n'a pas été dit. Exactement. Quel est votre sentiment? Je pense que c'est la dernière solution, puisque peut-être il y a eu des choses fausses qui ont été dites, mais comment, moi, puis-je le savoir? Nous, on est le nez dans le guidon, on est sur le terrain, donc on peut pas savoir si tel bombardement est véridique ou pas. Comment savoir? On n'est pas enquêteur des Nations Unies. Déjà, les Nations Unies ont du mal, alors comment nous, une ONG, on pourrait savoir? Par contre, ce qu'on a vu, c'est que tout n'a pas été dit. Et par exemple, Alep. On a beaucoup parlé d'Alep, alors que c'est quand même symbolique, donc c'est important d'en parler. Quand on dénonçait les bombardements de l'aviation russe ou de l'armée syrienne à Alep-Est, ces bombardements, ils sont réels. Et c'est vrai qu'il y avait des civils qui étaient tués par ces bombardements. Et en fait, heureusement que la presse en a parlé. C'est normal. Après, est-ce que il est vrai qu'il y avait un hôpital détruit chaque jour? Ça, c'est un peu moins vrai, puisqu'il y avait que 3 hôpitaux à Alep-Est. Alors, comme ça, pendant 6 mois, il y avait tous les jours le dernier hôpital détruit. Je suis pas très bon en calcul mental, mais j'avoue que ça me pose problème. Mais par contre, ce qui est vrai, ce qui n'a pas été dit, et c'est là qu'on a un vrai problème de l'information, c'est que du côté ouest, où vivait quand même 90% de la population d'Alep, il y avait aussi des hôpitaux qui étaient bombardés depuis la zone rebelle. Il y avait aussi des écoles qui étaient bombardées. Et est-ce que la vie de ces gens-là vaut moins que celle des autres? C'est ça le problème. Le problème n'est pas qu'on parle des malheureux morts d'Alep-Est, c'est normal, mais le problème est qu'on ne parlait pas des autres malheureux qui vivaient à l'ouest et qui ont eu un sentiment de profonde injustice. Et vraiment, j'ai jamais entendu des gens qui se réjouissaient de la mort de leurs compatriotes qui étaient à l'est. Jamais. Les Alépins et les Syriens, j'ai pas croisé de gens qui avaient de haine dans leur cœur. Vraiment, tous ne souhaitent qu'une chose, c'est la paix. Et les gens, quand ils entendaient qu'il y avait une bombe qui tombait sur l'Est, ils étaient tristes pour leurs compatriotes de l'Est. Mais par contre, ce qu'ils disaient, mais c'est pourquoi nous, quand on meurt, quand nos fils meurent, mais ça compte pour rien. Et c'est ça le véritable drame de ces gens. Est-ce que vous avez rencontré des gens de l'Est qui, après la libération de ce secteur, est-ce qu'on peut considérer que ces gens étaient solidaires avec les militaires qui occupaient ce secteur, ou ils étaient, malgré eux, empêtrés dans cette guerre et que, au contraire, ils voulaient s'en débarrasser? Moi, quand je les ai rencontrés, ils étaient à l'ouest. Alors, tous, j'en ai rencontré plein et j'en continue à en rencontrer. Tous, ils me disent que ils étaient là-bas malgré eux et qu'ils ne pouvaient pas sortir, qu'ils étaient prisonniers. Après, comment savoir si ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, alors peut-être qu'ils le pensent mais qu'ils ne le pensaient pas avant, c'est impossible de savoir. En tout cas, c'est ce qu'on entend maintenant. Est-ce qu'on aurait entendu ça il y a 1 an? C'est pas sûr. Est-ce qu'on aurait entendu ça à l'époque où ils étaient à l'Est? C'est pas sûr. Mais même à l'Est, est-ce qu'ils étaient libres de dire ce qu'ils voulaient dire? C'est toujours très compliqué. Alors moi, je peux pas sonder les reins et les cœurs. Je peux vous dire ce qu'on entend maintenant. Mais est-ce que ça correspond à ce qu'on aurait entendu il y a 1 an? Je ne sais pas. Alors, vous êtes une association humanitaire. La politique, c'est pas votre première affaire, dans un sens très strict et très terrain. Je parle pas de la politique philosophique. Voilà, c'est pour ça que je reste très prudent, vous remarquez. Mais par contre, vous avez été aux côtés de parlementaires français dans leur voyage en Syrie, à la rencontre, qui sont allés rencontrer Bachar el-Assad. Est-ce que vous pensiez que c'était une bonne chose et qu'il fallait aller voir cet homme? Alors, nous, on a aidé la première fois Thierry Mariani à organiser son voyage, puisqu'il nous avait demandé, il nous avait sollicité, je veux aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et on lui a dit, nous on est présents. Et voilà, comme on avait déjà aidé d'autres parlementaires à aller en Irak, à aller au Liban, comme le député Poisson par exemple. Donc nous, ça nous posait pas de problème. Ensuite, il y est retourné. Il nous a invités, comme il a invité d'autres associations qui étaient présentes également. Et donc nous aussi, des parlementaires nous invitent à participer à une mission d'observation. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ensuite, ça n'interdit pas de poser. Ça vous pose un problème avec les autorités françaises, le Quai d'Orsay? Est-ce qu'on vous a poussé à ne pas y aller, à ne pas accompagner? Non, j'ai pas eu d'appel en ce sens. Mais après, moi,
je pense que il faut pas s'interdire de poser les questions, et y compris les questions qui fâchent. Et je crois que ni Thierry Mariani, ni Valérie Boyer, ni Nicolas Dhuicq ou Jean Lassalle n'ont hésité à poser les questions qui fâchent, les questions qui se posent, qui sont réelles, au président syrien. En tout cas, il y avait des parlementaires de tous les bords à ce moment-là, partis dans différents voyages à la rencontre de Bachar al-Assad, mais aussi à la rencontre des populations. Et c'est surtout ça, c'est surtout l'objectif principal. C'était quand même là le dernier voyage de Thierry Mariani, auquel il avait eu la gentillesse de nous convier. Donc j'y étais. C'était à Noël 2017. Donc et vous avez été aussi à Alep en présence du Catholicos Aram Ier. Exactement. Voilà, le 6 janvier 2017, et le Catholicos célébrait la messe. Alors c'est pas la cathédrale, puisque malheureusement elle est un peu abîmée, mais donc celle qui fait office de cathédrale, je crois, de Notre-Dame ou de la Sainte-Croix, je ne sais plus. Et donc on a assisté à la messe, et après surtout on a passé 2 jours à Alep. Alors moi je venais d'y passer 3 semaines, donc c'était un peu moins une découverte, mais pour les parlementaires français et les médias aussi, il y avait d'autres radios, des télévisions, c'était une découverte parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cette réalité. Et je pense que c'est important de venir se rendre compte de la situation sur le terrain. Et moi, ce qui m'a marqué, cette messe de Noël, donc le 6 janvier au matin, célébrée par le patriarche, c'était la foule et la joie de tous ces Arméniens qui étaient là pour fêter Noël, pour fêter la nativité, autour de leur catholicos, et dans la joie de un peu plus de paix. Alors on peut pas dire la paix quand les combats sont à 10 kilomètres, mais au moins que la guerre à l'intérieur d'Alep cesse, et qu'enfin on puisse sortir dans la rue sans se demander si on allait rentrer chez soi vivant. Alors on sait que d'autres aussi essaient d'apporter leur contribution, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Parmi ces personnes, Élise Bogossian, est-ce que vous l'avez rencontrée sur place ? Ah oui, Élise Bogossian avec Élise Kerr, je crois, fait un excellent travail. On l'a surtout rencontrée en Irak, et avec ses bus médicalisés, tous les soins auprès des femmes, notamment des femmes yazidis qui ont subi des drames vraiment horribles. C'est abominable ce qu'elle peut raconter, des viols, des tortures qu'elles ont pu subir de la part de Daesh. Et elle fait tout un travail de soins, mais de reconstruction, mais mentale et psychique. Et c'est vraiment, vraiment admirable. Et c'est une femme qui a un cœur immense. Donc je lui rends vraiment hommage. Alors, pour pouvoir aider les chrétiens d'Orient, il faut des moyens. Pour ces moyens, il faut organiser des manifestations, des événements. Un événement aura lieu dans les jours à venir, à la fin de ce mois. 2 mots. Alors voilà, donc c'est le 29 juin. Le 29 juin, donc dans quelques jours, le soir, à partir de 19h, au Val-de-Grâce, donc l'église du Val-de-Grâce à Paris. Donc c'est sur la rive gauche, c'est dans un hôpital. C'est une très belle église d'ailleurs, une très belle église baroque. Alors il y aura un son et lumière d'évocation de l'histoire des chrétiens d'Orient. Donc bon, ça va être très synthétique et rapide puisque c'est un son et lumière, mais ça peut faire un peu de pédagogie pour les Français qui ne connaissent pas. Le but, c'est que ça soit beau aussi. Puis avant, il y aura un cocktail, donc de manière à ce que ça soit convivial, avec des rencontres avec différents auteurs qui seront là pour signer leurs livres et puis échanger avec les personnes qui seront présentes. Et tout ça, ça sera pour lever des fonds pour la reconstruction de maisons dans le quartier de Midan, à Alep. Alors, ce quartier, c'est un quartier arménien populaire, parce qu'il y a d'autres quartiers arméniens plus cossus à Alep, mais c'est un quartier arménien populaire, et qui est là, c'était vraiment à 2 pas de la ligne de front. C'était le dernier quartier avant la ligne de front, côté gouvernement. On dit parfois que les militaires ou les terroristes, pour dire les choses simplement, étaient parfois à 100, 200 mètres de ces quartiers. Exactement, et parfois même dedans. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Farhan, qui les a vus dans sa rue, en bas de chez lui. Et après, là, il faisait des infiltrations, et l'armée ensuite arrivait, et ils ont subi énormément de destruction. Et donc, le but de cette soirée, c'est de collecter de l'argent pour reconstruire un maximum de maisons. Donc, il faut à peu près, on a chiffré, alors bien sûr, il y a des maisons, il faut plus, d'autres, il faut moins, mais on a chiffré à peu près 5 000 € par maison. Quand je dis maison, ce sont des appartements, en fait. 5 000 € par appartement, et donc, plus on récoltera de
fois 5 000 €, plus on pourra reconstruire d'appartements à Midane. Alors en plus, on a demandé au Catholicos Aram Ier, puisque c'est lui qui est en charge de cette région-là, de parrainer la soirée. Donc il nous a fait l'honneur d'accepter le parrainage de la soirée, et donc pour nous c'est un grand honneur, et on espère qu'il y aura le plus de monde possible pour soutenir la reconstruction de ces maisons à Midane, à Alep. Alors pour s'inscrire, c'est très simple. S'il y a des auditeurs de Hype Radio Hype qui sont intéressés, il suffit de contacter le secrétariat de SOS Chrétien d'Orient. Donc c'est le 01 83 92 16 53, 01 83 92 16 53. Il y a un site. Et le site, c'est www.soschrétiendorient.fr. Chrétien d'Orient, chrétien avec un S. Exactement, et d'Orient sans apostrophe. Et donc cette soirée sera le 29 juin à partir de 19h. Merci Benjamin Blanchard. On termine avec cette soirée justement écuménique dans l'intérêt des habitants de ce quartier de Midane, le Midane, c'est ça? Midane, voilà, Midane, c'est à ça. Alep. Merci pour l'action que vous menez, merci pour cet échange, pour justement permettre aussi à nos auditeurs de vous accompagner dans cet élan de solidarité envers les chrétiens d'Orient. Merci Vartan Caprielian pour votre invitation, et puis merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci.